Je voudrais commencer par ça parce que it's in English, I can speak French for my friend. Je vais commencer pourquoi? Parce que ce type-là, ce professeur, Chéline, qui a créé qui nous a vraiment motivés pour faire le résume et pour faire même la pathologie prostatique avec toutes les, nous vivons tout seuls, toutes les interventions, tout ceci. C'est un cathéter spécial, c'est un cathéter qui peut vraiment, qui est unique que je l'ai vu chez lui. Je vais vous montrer après de quoi s'agit-il. Donc là, donc je vais passer sur ceci, sur la pathologie prostatique, c'est pas le thème. Donc la prostate qu'on traite pas, il y a des dégâts, bien sûr. Sur le score, tout ça, je pourrais être un petit peu se focaliser sur le plus important. Comment traiter une prostate, pathologie prostatique? Eh bien, nous avons la surveillance, les mesures hygiéniques, puis le traitement médical, plusieurs types de médicaments et la chirurgie. Donc là, c'est différents thérapeutiques qui existent. On passe rapidement, comme ça, je focalise sur l'essentiel. Surtout sur ceci, parce que là, on voit donc les différents thérapeutiques qui existent au niveau de la prostate depuis longtemps. Il y a les thérapies ablatives, où il y a donc le laser, parce qu'on n'a pas, on pulvérise, le tuna, le résume, et l'ablation, et les injections, qu'on parle actuellement d'éthanol, de botox. Il y a la vaporisation, qui se fait avec le laser, aussi bien la vaporisation turis, la résection, depuis longtemps, donc bipolaire ou bien, et les énucléations, laser, bipolaire, autres mécanismes mécaniques, mettre le urolift ou stent aussi, et l'embolisation. Tous ces thérapeutiques existent, donc le patient a le choix et on peut adapter à chaque patient un traitement pour lui, l'idéal. Néanmoins, donc vous savez très bien comme donc là le résumé est venu dans ce sens-là, dans un sens où nous cherchons une traiter de façon mini-invasive nos patients. Donc quand tu traites mini-invasif, moi, je vais être traité pour une prostate, j'aurais aimé, je sais très bien, je suis urologue, et je vais chercher, moi, qu'est-ce que le moins d'effets secondaires et le plus bénéfique. C'est une balance et l'efficacité. Avec ceci, donc, c'est un système d'injection de vapeur dans la prostate qui pourrait, par la suite, entraîner un éclatement des cellules prostatiques. Et à partir de la troisième semaine, l'effet commence à être bénéfique. À 3 mois, on est dans le top, dans le résultat maximal. Donc, c'est à base d'ondes, radiofréquences, qui sont générées par un générateur. Il faut avoir une optique de 30 degrés, de 4 mm et de 30 degrés de cystoscope, qu'on le met, parce que le device, il est non utilisable, il est à usage unique, si on veut dire, et pour l'utiliser. Ça ne demande pas beaucoup de matériel urologique. Ça a été prouvé par un contrôle, par IRM, qui a montré, et aussi bien à la patte, qui a montré la nécrose de la partie qui était faite par l'injection, et le tissu avoisinant qui reste sain, qui n'est pas donc altéré. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une diffusion importante par la suite. Quels sont les avantages du résume? Eh bien, c'est alterner un traitement médical. Un patient qui ne veut pas rester sur traitement médical à vie et dérangé, ou bien un échec au traitement médical après 2 semaines, aussi bien c'est une intervention qui se fait en ambulatoire, même dans un cabinet, une office, parce que ça se fait sous local, et donc sous local, la loi te permet, donc sous local, à condition d'avoir minimum des choses d'oxygène et un défibrillateur qu'il faut dans tous les cabinets en principe. Et ça se fait, si on fait par sédation au niveau de la clinique, s'il sort aussi bien rapidement, aussi bien, il permet surtout de garantir l'éjaculation. Et là, surtout pour des jeunes qui viennent de 48 ans, rarement on trouve des prostates, mais des fois on trouve des lobes médians à 48 ans, à 50 ans, et qui n'a pas d'enfants, et on est obligé, donc on peut garantir, vous voyez du côté médico-légal, on peut garantir qu'il n'y aura pas de problème d'éjaculation. Et surtout, il peut travailler donc rapidement, même le jour même ou le lendemain. Il y a des patients qu'on a eu la sonde juste après 2 heures, il part chez lui, il travaille, il n'y a pas de souci. Donc c'est une intervention entre l'entrée et à la clinique, ça se fait 2 heures, le traitement 5 minutes. Pourquoi je dis? Je vais revenir à l'anesthésie qui se fait sur le local, ou bien la sédation, et le geste, il est, quand l'injection, ça fait 0,9 secondes, et comme on injecte une injection par 10 grammes de prostate, et vous avez le calcul. Si vous avez 40 grammes de prostate, vous avez 2 injections de chaque côté. S'il y a l'orbido, tu ajoutes une injection. Donc c'est vraiment rapide. C'est un jeu rapide. Donc tu le fais, c'est rapide. Et on peut prémédiquer quelqu'un qui est stressé un médicament avant. Au Doha, où j'ai vu mon ami qui fait ça, le Qatari, ils ont un produit mis aux États-Unis. C'est comme un aérosol. Il le fait le patient 1 heure. Et ils sont moins
le temps que tu fais l'anesthésie locale par la xylocaïne, que je vais vous montrer comment ça se fait. Donc là, c'est les avantages et certains désavantages. Les avantages, ça peut être sous sédation, donc il n'y a pas besoin des patients qui sont nous-mêmes sous anticoagulants. Donc c'est le même jour, rapide, pas de problème sexuel, même l'embédion le fait. Tu l'injectes dans l'embédion à 45 degrés et des bons résultats sur le plan donc mesure aussi bien le Qmax et le résidu. On va voir tout à l'heure. Quelques limites, c'est vrai, il n'y a pas de data, on est à 7 ans de recul à peu près, mais sur mon ami qui était avant moi il y a 4 ans, il a repris vraiment 4-5% des patients qui étaient reprises. La reprise se fait ça ne complique pas la reprise pour notre technique. C'est pour les patients qui ont des retentions, au début il ne faut pas le faire, mais il y a même grosse prostate sur 120 grammes, des gens qui veulent garder l'éjaculation, il y a des astuces qu'on peut faire. Au début, on ne faisait pas, maintenant, toute taille, on peut le faire dans le sens où c'est un concept que j'ai adapté moi-même avec l'expérience, c'est s'arrêter au niveau de la moitié de la prostate, faire le résume, et donc je garantis l'éjaculation au stingent, et je peux associer une résection vaporisation de l'embédion rapidement pour combiner les avantages et ne pas avoir un sondage par la suite. Donc ça, c'est l'expérience. Donc nous avons donc des patients, souvent c'est sudation ou bien locale, ça dépend des cas. Et là, c'est le système aussi génial, cette sonde-là. C'est une sonde qui permet aux urologues de faire même une résection de prostate, même une tube et un laser néolep. C'est une anesthésie, je l'ai utilisée pas mal de fois, donc c'est une sonde qui est vraiment géniale, cette sonde-là, cathéter. Vous voyez donc cette aiguille, tu mets la sonde dans la vessie et tu gonfles le ballonnet, et quand tu tires, tu es sûr que ce qui va sortir, l'aiguille va sortir, il va sortir au niveau de la prostate, Et donc, celui que tu voyais jaune, il guide. Quand le jaune, c'est à midi, quand il est donc tu vas chercher, à côté là, tu es donc à 1h, à 11h aussi, et à 4h, à 5h. Et là, tu sais où tu vas injecter, et ce parti qui sort de 4 cm, et tu as l'aiguille, au début, tu vois le traçage, il y a des tracés 1 cm, 2, 3 cm, et tu sais la pénétration de la prostate. Et donc, en haut, tu fais donc une injection de 3 cc de chaque côté, et en bas, tu fais de 5 cc de xylocaïne. Le fait que tu fais ça, en 2 minutes, le patient, il ne ressent rien au niveau de la prostate. Donc, il y a un petit film que je vais montrer. C'est ça, les injections qu'on le fait, et à chaque dosage, et on sait très bien que les plexus, donc nerveux de la prostate, sont souvent localisés dans la partie qui se fait à 11h, entre 11h et 10h, 1h02, et 8h et 4h. Donc là, tu fais des patients donc, qui sont cardiaques, donc cardiaque, même AVG 30%. Donc tu peux le faire, donc, et des fois respiratoires, tu peux le faire sans problème. Donc là c'est, on fait une injection, on sait le genre que je suis donc là à 4h, 5h, et en tirant, c'est une sonde qui permet de vider la vessie en plus, et tu fais l'injection de ta xylocaïne, et tu l'enlèves après, et tu fais ton geste. Donc, l'EVA, c'est des patients qui ont vu le patient la douleur au moment d'insertion du cathéter, l'infiltration et aussi bien le geste de résume, et vous voyez, ça dépasse pas 3. Ça veut dire que il permet d'avoir une anesthésie qui est correcte au niveau de la prostate. Donc là, et après, tu peux commencer ton geste qui va durer un maximum 0,9 x 7 secondes, c'est rien du tout. C'est rapide, on a un clin d'œil. Tellement, donc, t'as pas besoin de réanimateur. Donc là avant de placer, c'est une sonde qui est vraiment géniale. Donc j'avais utilisé la première fois, c'était un professeur, un ami, donc qui était installé en privé et qui était en retention. Il a 55 ans, retention, il est paniqué. J'avais donc un échantillon qu'il avait et je l'ai mis. Comment ça se passe ce problème? Vous voyez, vous avez ça. Vous le mettez sur le plat, vous le mettez et vous retournez du tout. Vous êtes dans la vessie, vous gonflez la vessie, vous gonflez le ballonnet, dégonflez le ballonnet, on est dans la vessie à ce moment-là, on enlève une piquette, on enlève celui-là, on enlève ça, et après tu tires, et ça, tu fais ça, et ça va rester tout de suite. Alors on coupe ça avec le
Parce que le ballonnet, il est rempli. Tu vas le fais un nœud, et tu coupes ici. Et là, tu l'enlèves. Et donc, tu as le patient, tu as la sonde et vous avez les graduations 3 cm, 4 cm et 5 cm. Donc, vous avez mesuré déjà la prostate, la taille de la prostate, et vous jugez. Une petite prostate, tu mets le 3, ou bien le 4 ou le 5. Là, j'ai mis un 4, il part au cabinet, il travaille 3 semaines. Je lui dis, tu reviens après, on va voir. Il n'y a pas d'urgence. Et il urine, normalement. Il urine, et tu peux contrôler les urines au cabinet. Tu le mets, il urine, il vide sa vessie, il part. Et là, c'est un système que tu peux faire même après résection de prostate. Pour des gens qui veulent donc, rapidement grosse prostate, tu le mets sans problème. Des pistes neurologiques, où tu tiques entre visées neurologiques, est-ce que le résultat, ça va être efficace, une résection ou pas, tu le mets, tu vois s'il vide pas. Donc, c'est un problème qui n'est pas, c'est neurologique, c'est pas la prostate. C'est vraiment, il aide sur pas mal d'indications. Donc c'est vrai, ça, et ça, ça permet de rentrer dans l'arsenal. Un patient, tu lui dis, tu vas sortir, tu vas venir sans problème. Et même s'il se bloque, tu le mets et tu le vois dans 3 semaines. Là, ce patient que je l'ai fait, c'est un ami, un professeur, donc il n'a pas besoin il n'a pas pu être, je l'ai enlevé par la suite 3 semaines. Et actuellement, sans problème, prend des bloquants, il est bien, il n'y a pas de souci. C'est un ami de Rachid, c'est un grand ami de Rachid, c'est un grand ami de ton ta promotion. Donc là c'est l'installation qui était faite, c'est simple, ça se fait simplement. Donc à ce moment-là, j'avais la première fois, je l'ai fait rapidement, sans problème. Donc il permet dans les retentions vésicales, au cabinet qui vient passer en retention, au lieu de faire une sonde vésicale se balader avec une pochette, tout le monde n'aime pas ça. Donc avec après traitement de prostate, pour checker une continence, et aussi bien après un traitement de prostate. Et pour les autosondages aussi. Tu évites les autosondages. Parce que ça reste au-dessus du sphincter, donc tu contrôles. Il n'y a pas de fuite urinaire. Là, j'ai enlevé ça. Donc, j'ai enlevé ça. Et après, tu le noues. Et quand tu veux l'enlever, tu coupes. Il sort. Ça, c'est des choses qui aident vraiment à être mini-invasives et plus simples pour le patient. Donc, ça, les patients qui étaient la plupart des patients, bien sûr, désirés, avec échec traitement médical. Et là, c'est l'évolution. Donc, à partir de la 3e semaine, on dit aux patients que vous aurez des petites gènes au début des 2 premières semaines. Vous continuez les bloquants. Et ce n'est qu'à partir du 1er mois qu'on commence à voir l'effet. Et, et depuis le 3e mois, on est dans de bons résultats. Donc, le plus souvent, c'est en 5 minutes, entre sédation et locale des patients. Donc là, c'est des cas. Donc, vous voyez, donc, c'est un cas jeune, un jeune de 48 ans qui était gêné. Et donc là, on voyait donc cette petite prostate-là. Après 1 mois, et aussi bien 4e mois, 9e mois, on voit qu'il n'y a pas de résidu, c'est le même patient. Donc, un deuxième cas aussi, c'est un cas donc sur une prostate là. Et on voit donc l'évolution, 1 mois. Là, donc là, il y a des études comparatives qui étaient faites pour au-delà de 80 grammes. Ils ont comparé les résultats en fin de compte avec l'expérience et avec le bon respect des injections. Il n'y a pas de différence significative. Nous avons les mêmes résultats à ce moment-là. Donc là, cette petite vidéo, c'est pour montrer. L'Internet, je peux pas brancher l'Internet, je pense. Je peux pas brancher l'Internet. Je peux me brancher, s'il te plaît. Oui. Des connexions. Là, c'est un patient qui est âgé, qui sont 80 ans à peu près. Il était fait sous simple local et est sorti rapidement.
Donc ça, c'est le patient qui est venu donc à pied au bloc opératoire. On s'est rester. Là, c'est l'injection qui se fait locale. Puis tu vois, on envoyé dans 0,9 secondes. C'est la piqûre se fait en 0,9 secondes. On fait s'il y a des lobes latéraux, là c'est l'injection qui se fait. Il faut pas que le but sorte pour avoir l'efficacité. Donc, et on s'adapte. Il a reçu, celui-là avait une grosse prostate. Il avait reçu, donc 8. Et il sort à pied du bloc opératoire. Donc, et il sort après. Donc ça, pour montrer vraiment, et c'est un patient qui est vraiment VG 30%. C'est un patient qui, mais il pouvait pas garder, on va pas garder celui-là sans. Ben merci. Donc j'ai terminé. Je suis prêt à vous répondre aux questions. Il y a une question dans l'audience. Si t'hésites, poser une question. Moi, j'aimerais poser une question. Oui. Est-ce que vous pensez que l'anesthésie locale est suffisante sur ces patients-là? Est-ce qu'elle expose? Parce qu'il m'a semblé à un moment donné que vous disiez qu'on peut le faire même au cabinet. Oui. Et puis injecter de la lido en intraprostatique, qui est un organe très vasculaire. Oui. Je ne sais pas si on peut être vraiment... Parce que c'est la traversée de l'urètre avec un instrument rigide qui est la partie la plus douloureuse, on va dire. Bien sûr, la prostate, probablement. L'instrument, il est vraiment plus petit que le cystoscope, parce qu'il est très petit. J'ai remarqué qu'il passe facilement, il est vraiment très petit, l'instrument. Donc ça ne gêne pas, comme vous l'avez dit, que ça ne contacte pas l'urètre. On est loin, on voit la lumière qui est il est aussi bien sous forme de verre, donc ça glisse rapidement. Et pour les conditions locales, on sait très bien que dans le cabinet, on fait de local. On fait une cystoscopie, on fait une biopsie prostatique. Des fois, des gens font la biopsie. L'essentiel, moi, je te dirais que sur le plan légal, c'est qu'il faut avoir de l'oxygène et un défibrillateur et avoir de l'adrénaline. Ça, c'est les normes. Et vous êtes autorisé en principe. Donc, mais c'est un geste qui, en principe, c'est faisable. Avoir des conditions, ceci à part. Ça peut arriver, mais avant d'injecter, on peut voir s'il y a du sang ou pas, parce qu'on aspire, en sûr, mais souvent, mais c'est une chose que je dirais, pourquoi pas ouvrir pour un neurologue, parce que c'est un geste qu'il peut le faire. On fait des gestes, cystoscopie, on a le centre d'obligé, faire des biopsies. Peut-être que ça se fait ailleurs, donc à Qatar, ils l'ont fait, aussi bien aux États-Unis, ils le font au cabinet, pourquoi pas. Maintenant, on installe donc à l'équipe, ça change pas, mais peut-être, ça sera donc, pourquoi ne pas faire, le neurologue profitera de son geste. J'ai vu que dans l'AMM du produit, ils se sont donné une limite de 120 grammes. Oui. Mais ce qui m'a étonné, c'est que j'avais pensé à un moment donné qu'il faut éviter de faire des adénomes avec un énorme lobe médian. Là, c'est plutôt indiqué. Oui. Et c'est pour ça que vous devez mettre des sangs pendant longtemps sur ces patients-là, avant qu'ils ne reprennent leur miction de manière spontanée. Je leur dis donc 2 jours, pour rester 2 jours de sang pour le lobe médian, vraiment un lobe médian important. Je fais donc lobe médian, je peux le dire, donc parce que quand il y a lobe médian important à plus de 120 grammes, je fais les résumes, la partie qui est inférieure. Et la partie lobe médian, je la fais rapidement en réduction vaporisation. Donc pour les gens 120, 140, mais pour les gens 60, 80 grammes, tu fais le résume 100% et tu redonnes une garde de 48 heures parce que l'idée de 30 grammes, c'est tu enlèves la sonde. 40 grammes, c'est une journée. 50 grammes, c'est 3 jours. C'était un protocole qui était vraiment calculé. Mais quand il y a une grosse prostate, 80 grammes, 3 jours, tu laisses la sonde. Mais c'est des gens, donc, mais c'est des gens qui sont pressés, qui sont dynamiques. Tu le mets une sonde comme j'avais montré, et ben, il sort du cabinet. J'ai pas mal de gens que j'ai opérés, grosse prostate. Par exemple, j'étais sous rachis, et il fallait attendre 4 heures que j'enlève la sonde vésicale. Le même jour. Et je place le stent. Il sort le soir. Il est parti travailler, je ne le vois pas que 2 semaines, je l'ai revu. Donc, c'est ces astuces-là que tu aides avec cette sonde, que tu mets, c'est vraiment ça change. Et je dirais même pour les prostates normales que nous faisons nous avec résection, avec laser, tout ça, et ça change. Moi, je n'en ai pas sorti avec une pochette à urine pendant 4-5 jours. C'est astreignant.
tu retournes. Oui, c'est très bien pour l'innovation. C'est qu'il faut Oui. aller vers l'avant. Mais le problème, c'est que le réseau, il est en plein essor aux États-Unis. Les Européens résistent. Ils n'en veulent pas pour le moment. Il n'y a pas d'études, pour le moment, il n'y a pas d'études qui vraiment confirment et affirment que ce traitement doit faire partie de l'arsenal thérapeutique. D'ailleurs, quand on voit les guidelines européennes et américaines, il est cité en dernier avec le relift, l'embolisation. Mais il est mieux que le relift, les autres. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des patients, comme celui que tu as montré, il n'est pas anesthésiable. Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Non. Donc, je crois que, et puis il y a un point qui est négatif pour le rhizome, c'est l'absence d'anapathe. Oui. Parce qu'il n'y a pas de prélèvement. Surtout chez les jeunes, la résection ou l'énucléation, généralement, te donne un pourcentage d'atteinte des coupons. Là, quand tu raisonnes avant le PSA, tu fais un PSA, tu fais une IRM, il faut, ça c'est une chose. Mais tu as un PSA qui est normal, tu es en droit de faire ce que tu veux, comme on fait avec les autres. Mais une chose je reviens sur le côté indication, pourquoi le rhizome est là? Parce qu'il y a des gens qui demandent, qui viennent des jeunes. Et c'est ça, moi je dirais pour les traitements médicaux, qui tolèrent les traitements médicaux alpha bloquants, qui ont potentiel, justifie. Mais quand quelqu'un qui est réticent, qui vient, grosse problème, je veux faire le rhizome, de rhizome, ah ben là, parce qu'en France, ils le font pas mal, et la reprise, c'est environ de 5-6% sur 300 personnes, 300 cas, des études qui ont été faites, c'est le 4-5%, ça revient. Et si on parle des reprises en chirurgie prostatique, il y en a des reprises quand même. Mais déjà, tu peux reprendre pas une technique, mais tu peux déjà faire une technique vraiment mini-invasive. Là, je dirais mini-invasif. Donc ça reste vraiment le coût. C'est vrai, le coût est un petit peu élevé, mais le coût, c'est le device. Les deux, le coût pour le malade et le coût de la machine. Oui, oui, le coût de la machine, c'est tu peux l'amortir par la suite, mais c'est vrai, le coût de la machine, c'est cher, donc c'est difficile de l'avoir parce que déjà pour l'avoir, c'était impossible de l'acheter sans avoir un représentant au Maroc. Il fallait une année avant que j'allais chercher, même aux États-Unis, je voulais acheter aux États-Unis, ils vont pas, parce qu'il faut avoir quelqu'un pour avoir, donc, il peut pas te vendre. C'est impossible. Il faut que tu sois impossible. Tu paies de l'argent, il peut pas te donner. Il faut que tu auras quelqu'un et faire une petite formation, soi-disant, dans la forme pour avoir, tu payes, il veut pas prendre l'argent. Au Boston, ça marche aux États-Unis, ça marche, parce que les générateurs, tu ne trouves pas, les gens utilisent beaucoup les Américains, ça. Moi, j'ai vu parce que vraiment, il y avait même une demande que tu n'arrives pas à trouver le générateur. Mais je dirais, il reste toujours un peu des jeunes, des gens qui veulent garder l'éjaculation, qui n'ont pas d'enfants, des patients âgés, cardiaques, des trucs comme ça, et des gens qui veulent donc, ça reste vraiment donc. Mais le prochain étude peuvent confirmer beaucoup plus ça. Est-ce qu'on peut proposer dans le traitement de... Oui, vas-y. Oui. Juste une remarque. C'est une technique séduisante, certes. Donc, je ne sais pas, vous sélectionnez les malades. C'est des malades qui sont quand même âgés, avec une comorbidité, avec comme vous avez dit, un problème cardiaque. Alors, est-ce que dans votre pratique, avant d'opérer un malade, est-ce que vous prenez en considération les malades qui ont une vessie un peu fatiguée, un peu atone? Ah oui, je fais le stent. Systématique? Je fais le stent. Quand j'ai un doute, je vais pas l'aérodynamique, je fais le stent. Et je le vois 1 semaine, 2 semaines. Si la vessie n'est pas atone, si atone, ça me confirme, peux pas. Si je me rappelle bien, dans les études, c'est 10% quand même des rétentions post-opératoires. Oui. Alors, comment vous les gérez, ces rétentions? Avec le stent. Quand je prévois, je fais le stent carrément après, il le fait. Il vient dans 2 semaines. Pour les jeunes, vous avez dit que tout à l'heure, il y a des jeunes qui sont demandeurs, qui ont une maladie du col. Alors, vous mettez un stent aussi pour les jeunes. Oui. Ils ont une prostate. D'accord. Donc, c'est un stent que vous gardez combien de temps? C'est juste à 3 semaines. C'est un ballonnet, c'est un stent. 3 semaines, tu le gardes et au moment où tu évalues est-ce que le patient vraiment il est obstructif ou pas. Après, il faut faire un geste. D'accord. Donc, après, je fais un geste. S'il est obstructif, si c'est bien avec le stent, ça me dit que si je enlève l'obstacle, il va uriner bien. Et je le fais. Vraiment, tu rates pas ton coup. Tu es sûr de ce que tu fais. Ça protège en tout cas. C'est une sécurité. Ah oui, absolument. Alors, comment tu surveilles le PSA après? Est-ce que c'est de la même façon, un PSA annuel ou espacé? Je reste comme tout le patient. Quand tu suis la voie normale, donc annuellement, un PSA normal, tu contrôles après une année.
Bon. Donc ça n'a pas de... Ah bien, il baisse. Non, il baisse. Il baisse. Ah, il baisse. Ah, il baisse, il baisse. Il baisse. Il baisse. Voilà, Non, quand tu as un PSA, moi, un PSA 2, il baisse pas, je m'en fous. C'est un PSA normal. Mais je ne opère pas un PSA 8. Un PSA 8, je ne l'opère pas. Si je ne l'opère pas, je fais une IRM prostatique, je pars mes biopsies prostatiques, et après, je reviens à l'HBP. Ah non. Il faut être les choses claires. Donc là, mais c'est un PSA normal. Qui baisse, il baisse, c'est bien. Donc, mais, et s'il augmente, je rentre le patient rentre dans le check-up d'un cancer. Merci, Sidi Redouane. Merci. Je pense qu'il y aura une niche, il y a une niche. Il faut bien la chercher. Il y a une niche pour faire ces techniques mini-invasives. En tout cas, je pense qu'il est temps de prendre un café, de continuer la discussion dehors si vous voulez. Merci.